L'aire de repos de Sunset Haven, apparemment un refuge tranquille en fin d'après-midi, est sur le point de devenir le théâtre d'un événement qui va changer la vie d'un enfant pour toujours. Lorsque le sergent James Anderson, vétéran de guerre, fait une pause pour prendre un café, il ne se doute pas que son instinct militaire va lui permettre de sauver une vie. En observant l'interaction entre une fillette de 9 ans et l'homme qui l'accompagne, quelque chose lui semble anormal. Mais dans un environnement ordinaire, comment James aurait-il pu savoir qu'il était confronté à un enlèvement? Quel était le véritable enjeu à ce moment-là? Et quel était le secret qui se cachait derrière chaque geste désespéré de la fillette? Découvrons-le. Avant de revenir, dites-nous d'où vous regardez le film. Et si cette histoire vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous inscrire, car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le soleil se couche à l'horizon lorsque le sergent James Anderson gare sa voiture sur l'aire de repos de Sunset Haven. Après les heures de conduite, ses muscles tendus réclament une pause et une tasse de café chaud, vêtu de vêtements civils. Mais conservant la posture militaire que des années de service avaient intégrée à sa personnalité, Anderson se dirigea vers le restaurant d'un pas ferme et calculé. L'arôme du café, fraîchement préparé, le guida tandis que ses yeux, entraînés à observer les détails, balayaient automatiquement son environnement. Les lampes fluorescentes jetaient une lueur douce sur les tables en formica usé. Quelques personnes occupaient les cabines, un couple de personnes âgées partageant une part de tarte, 2 chauffeurs routiers discutant à voix basse de leurs itinéraires et une serveuse d'âge moyen essuyant le comptoir d'un geste mécanique. Le murmure des conversations se mêle au ronronnement de la machine à café, créant une atmosphère de tranquillité routinière. C'est alors qu'Anderson la remarque, une petite fille noire de 9 ans, vêtue d'une délicate robe jaune, est assise avec rigidité dans l'une des cabines. Ses yeux agités parcourent la pièce comme s'il cherchait une échappatoire. Ses petits doigts tambourinent nerveusement sur la table, un geste qui ressemble plus à de l'anxiété qu'à de l'ennui enfantin. En face de Sarah, un homme blanc d'environ 47 ans porte un costume gris impeccable. Richard Blake, comme Anderson le découvrira plus tard, garde une expression neutre en lisant son journal, jetant de temps à autre des regards pénétrants à la jeune fille. Son calme a quelque chose d'artificiel, une tension sous-jacente qui éveille l'instinct du sergent. La disparité entre les deux était évidente, non seulement dans l'apparence, mais aussi dans le langage corporel qui indiquait que quelque chose n'allait pas du tout. Alors qu'Anderson se positionne près du comptoir, ses yeux exercés captent les moindres mouvements de Sarah. La jeune fille gardait la tête baissée, mais ses yeux bougeaient rapidement, comme un oiseau effrayé dans une cage. De temps en temps, elle jette un coup d'œil aux portes et aux fenêtres, un comportement qu'Anderson a reconnu grâce à ses années d'expérience avec les victimes de traumatisme. Ses petites mains agrippent le bord de la table avec une telle force que ses jointures deviennent blanches, révélant une peur qu'elle tente désespérément de cacher. Richard Blake maintient une façade de normalité, mais ses mouvements sont trop calculés pour être naturels. Chaque fois que Sarah bougeait, ses yeux brillaient au-dessus du journal, un regard perçant porteur d'une menace silencieuse. Il exerçait un contrôle subtil mais constant sur les moindres gestes de la jeune fille, créant une atmosphère d'oppression presque palpable. Des années d'entraînement militaire avaient aiguisé les instincts d'Anderson. Et maintenant, tous ses sens lui criaient que quelque chose n'allait pas. Il observa la dynamique entre les 2 hommes tout en faisant semblant de boire son café, remarquant les comportements subtils qui indiquaient une situation dangereuse. Son esprit militaire commençait déjà à échafauder des scénarios et des stratégies d'intervention. Ce qui dérangeait le plus Anderson, c'était le silence qui régnait entre les deux. Ce n'était pas le silence naturel entre un père et sa fille, mais un silence rempli de tension et de peur. Lorsque Richard s'adressait parfois à Sarah, sa voix était basse et contrôlée, mais avait un ton de menace voilée qui faisait visiblement tressaillir la jeune fille. Le contraste entre l'apparente normalité de la scène et la tension sous-jacente rend la situation encore plus inquiétante. La petite Sarah est assise sur le bord de son siège, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Ses mouvements étaient brefs et retenus, faisant preuve d'une maîtrise de soi inhabituelle pour une enfant de 9 ans. Lorsqu'elle devait bouger, elle le faisait avec une prudence exagérée, comme si chaque geste pouvait susciter l'ire de son compagnon. Ses pieds, qui touchent à peine le sol, vacillent nerveusement sous la table, le seul mouvement qui trahit son agitation intérieure. Richard Blake gardait une posture décontractée, mais Anderson remarqua la raideur de ses épaules et la façon dont ses doigts agrippaient le journal avec une force inutile. Il essayait de donner l'image d'un adulte responsable qui s'occupe d'un enfant, mais il y avait quelque chose de prédateur dans sa présence. Ses gestes étaient amples et délibérés, comme s'il était conscient d'être observé, mais ses yeux trahissaient une vigilance constante à l'égard de Sarah. Les signes étaient subtils, mais indéniables pour quelqu'un ayant la formation d'Anderson. La façon dont Sarah tenait son verre d'eau à 2 mains pour cacher ses tremblements,
la façon dont elle évitait tout contact visuel direct, à l'exception de regards rapides et effrayés vers les personnes qui l'entouraient. Sa respiration était superficielle et rapide, un autre indicateur classique de stress aigu. C'est alors qu'Anderson le vit, un mouvement presque imperceptible. Les mains de Sarah ont bougé brièvement selon un schéma qu'il a reconnu instantanément. C'était un geste subtil mais délibéré, un appel à l'aide silencieux qui fit battre son cœur. La jeune fille essayait de communiquer sa détresse sans alerter son ravisseur. Et Anderson savait qu'il devait agir avec une extrême prudence à partir de cet instant. Anderson sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules au fur et à mesure qu'il analysait la situation. Ses années d'expérience militaire lui avaient appris que les décisions irréfléchies pouvaient avoir des conséquences désastreuses. Il regarde la scène se dérouler, tout en luttant intérieurement. Et s'il interprétait mal les signes, la différence raciale entre Sarah et Richard pourrait avoir une explication parfaitement innocente. Adoption, tutelle légale, relation familiale légitime. Mais quelque chose dans ses tripes continuait à sonner une alarme qu'il ne pouvait ignorer. Le sergent savait que sa prochaine action pourrait changer radicalement le cours de plusieurs vies. S'il intervenait et se trompait, il risquait de causer un traumatisme et un embarras inutile à toutes les personnes concernées. De l'autre côté, si ses soupçons étaient fondés et qu'il ne faisait rien, les conséquences pourraient être dévastatrices. Le café dans sa tasse se refroidit tandis qu'il réfléchit à ses options, sentant le poids de chaque seconde qui passe. Anderson réfléchit aux différents scénarios possibles. Une mauvaise intervention pourrait donner lieu à de fausses accusations, nuire à la réputation et créer un incident traumatisant pour Sarah. Il connaissait des cas de malentendus qui avaient causé des dommages irréparables à des familles innocentes. La frontière entre la prudence et l'action était mince, et il devait être absolument sûr avant de passer à l'étape suivante. Pendant qu'il regardait, Anderson vit Sarah faire à nouveau le geste subtil d'aide. Cette fois, ses yeux rencontrèrent les siens pendant une fraction de seconde. Et dans ce bref instant, il vit un désespoir qui dissipa ses derniers doutes. Avec une détermination renouvelée, il sut qu'il devait agir, quels que soient les risques. Certaines décisions, se rappela-t-il, valent la peine de prendre le risque de se tromper. Le moment décisif arriva lorsque Sarah, avec une subtilité qui témoignait d'une certaine habitude, leva la main vers la table. Ses doigts s'ouvrent dans un geste apparemment désinvolte, mais Anderson reconnaît immédiatement le signal de détresse internationale. Paume ouverte, doigts joints, pouce replié vers l'intérieur. Le mouvement était si rapide et si discret que seuls des yeux exercés comme les siens auraient pu le remarquer. Sarah a répété le geste 3 fois, confirmant qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement accidentel, mais d'un appel à l'aide délibéré. Le cœur d'Anderson s'emballe à la confirmation de ses soupçons. Chaque détail qu'il avait observé auparavant, le comportement contrôlant de Richard, la peur dans les yeux de Sarah, la tension qui régnait dans l'air, s'inscrivait maintenant dans un tableau plus sombre. La question n'est plus de savoir si quelque chose ne va pas, mais ce qu'il faut faire pour protéger la jeune fille. La formation militaire d'Anderson se met en marche, et son esprit élabore déjà un plan d'intervention. Pendant un bref instant, les yeux de Sarah rencontrèrent ceux d'Anderson. Dans cet instant fugace, il vit tout le désespoir et la peur que la jeune fille essayait de cacher. C'était un regard qu'il avait déjà vu dans des zones de conflit, le regard d'une personne piégée dans une situation dangereuse, implorant silencieusement de l'aide. Le poids de ce regard renforça sa détermination à agir. Richard restait absorbé par son journal, apparemment inconscient de la communication silencieuse qui s'établissait. Anderson savait que c'était le moment crucial. D'un geste délibérément désinvolte, il décrocha son téléphone, gardant un œil sur Sarah et l'autre sur Richard. Le temps était compté et chaque geste devait être calculé avec une précision militaire. La vie de Sarah pouvait dépendre de ses prochaines actions. Avec des gestes discrets, Anderson s'éloigna vers le couloir des toilettes, tout en gardant une ligne de mire claire vers le bureau. Ses doigts tapèrent rapidement le 911 et lorsque la standardiste répondit, sa voix était basse mais ferme. Enlèvement possible en cours à l'arrêt Sunset Haven, Highway 27. Un enfant noir d'environ 9 ans montre des signes de détresse. Suspect, homme blanc, costume gris, environ 47 ans. Je suis un sergent de marine et la victime a montré un signal de détresse internationale. Il fournit d'autres détails tout en observant la scène, s'assurant que chaque information cruciale est transmise avec une précision militaire. Après l'appel, Anderson choisit une position stratégique près des distributeurs automatiques. L'endroit offre une vue dégagée sur la table et les sorties, ce qui lui permet de surveiller tout mouvement suspect. Il garde une posture détendue, faisant semblant de consulter son téléphone tout en observant les moindres interactions entre Sarah et Richard. Son expérience des opérations de surveillance sert désormais un objectif différent, mais tout aussi vital:
Anderson calcule mentalement les voies d'évacuation que Richard pourrait emprunter. Le restaurant avait 3 sorties. L'entrée principale, une sortie de secours sur le côté et la porte arrière qui passait par la cuisine. Il devait être prêt à faire face à n'importe quel scénario, en restant assez proche pour intervenir, mais assez loin pour ne pas alerter le suspect. Les minutes s'égrènent tandis qu'Anderson attend l'arrivée des autorités. Le moindre mouvement de Richard rendait son corps tendu, prêt à agir. Il observa Sarah, remarquant qu'elle jetait de temps en temps un coup d'œil dans sa direction, cherchant à se rassurer en sa présence. L'atmosphère dans le café devenait de plus en plus dense, chargée de la tension de l'intervention imminente. Le bruit lointain des sirènes rompit la monotonie de la salle, d'abord comme un doux écho qui s'amplifiait peu à peu. Anderson remarqua immédiatement le changement d'attitude de Richard. Son corps se raidit, ses yeux se rétrécirent et ses mains se mirent à trembler légèrement en tenant le journal. Sarah, quant à elle, se redressa sur son siège, une étincelle d'espoir apparaissant dans ses yeux effrayés. Le bruit des sirènes approchait, et avec lui, la promesse d'un sauvetage. Richard plia son journal avec des mouvements saccadés, son visage alternant entre la pâleur et le rougissement. Ses yeux balayèrent rapidement la cafétéria, s'attardant brièvement sur Anderson avant de se tourner vers Sarah. « Viens » murmura-t-il avec insistance, en attrapant le bras de Sarah. Son attitude calme et contrôlée s'était transformée en mouvement frénétique et désespéré. Le masque de la normalité commençait à s'effriter face à l'arrivée imminente des autorités. Alors que les lumières rouges et bleues commencent à se refléter dans les vitres du restaurant, la panique de Richard devient palpable. Des perles de sueur perlèrent sur son front alors qu'il tirait Sarah de sa chaise, ses mouvements devenant de plus en plus saccadés et imprudents. La jeune fille résistait silencieusement, ses pieds traînant sur le sol, profitant de la distraction de Richard pour rendre sa fuite plus difficile. Les portes du snack-bar s'ouvrirent avec fracas et 3 policiers entrèrent, armes basses, mais prêtes. Anderson était déjà en mouvement, se positionnant stratégiquement entre Richard et la sortie la plus proche. Le moment qu'il avait attendu et planifié est enfin arrivé. La scène se figeait un instant. Richard tenait toujours le bras de Sarah. Les policiers avançaient et Anderson était prêt à intercepter toute tentative d'évasion. Lâchez la fille et mettez vos mains en évidence. La voix ferme de l'agent Jennifer Martinez résonne dans la cafétéria. Les 2 autres officiers se déplacent en formation triangulaire, entourant Richard et Sarah. Anderson reste en position, les yeux fixés sur Richard, prêt à agir si nécessaire. Le temps semble se dérouler au ralenti, alors que la tension dans l'air atteint son paroxysme. Les quelques clients de la cafétéria observent la scène en silence, conscients d'assister à quelque chose d'extraordinaire. D'un geste rapide et précis, l'agent Martinez s'approche de Sarah et la sépare doucement de Richard. La jeune fille se précipite derrière l'agent, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps. Anderson a vu l'agent entourer Sarah d'un bras protecteur, lui murmurant des mots de réconfort tout en gardant les yeux fixés sur Richard. Le soulagement était visible sur le visage de Sarah, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses petites épaules. Richard Blake, confronté à la réalité de sa situation, laisse ses épaules s'affaisser en signe de défaite. Sa posture autrefois imposante s'effondre complètement lorsque les policiers s'approchent pour lui passer les menottes. « Vous ne comprenez pas ?» commence-t-il à protester. Mais sa voix tremble, trahissant la peur qui domine désormais ses actes. Ses tentatives d'explication sonnent creux dans le silence tendu de la cafétéria. Un soupir collectif de soulagement parcourt la salle lorsque les officiers conduisent enfin Richard à l'extérieur. Sarah, toujours protégée par l'agent Martinez, regarda Anderson avec de la gratitude dans les yeux. Le sergent hoche légèrement la tête, reconnaissant silencieusement le moment. La menace était passée et le processus de rétablissement et de guérison commençait pour la petite Sarah. Au cours de l'interrogatoire initial à la cafétéria, la véritable identité de Richard Blake a commencé à se révéler. Il n'était pas un père ou un tuteur légal comme il avait essayé de le faire croire, mais le mari actuel de la mère de Sarah, Diana Blake. L'inspecteur Wilson, en examinant les documents trouvés dans la mallette de Richard, a découvert un réseau de mensonges soigneusement construits. Les faux papiers qu'il transportait tentaient d'établir une tutelle légale qui n'existait pas, révélant la préméditation de ses actes. Parmi les affaires de Richard, les enquêteurs ont trouvé des billets d'avion pour le Mexique, de faux documents et une importante somme d'argent. Le plan était élaboré. Après être allés chercher Sarah à l'école à l'aide de faux documents, ils empruntaient des itinéraires secondaires jusqu'à ce qu'ils franchissent la frontière où Diana les rejoignait. L'arrêt à Sunset Haven n'aurait dû être qu'une brève pause dans leur plan d'évasion. Les dossiers montrent que Marcus Thompson, le père de Sarah,
a obtenu la garde complète de l'enfant au terme d'une procédure judiciaire intense. Diana Blake avait perdu ses droits parentaux en raison d'un comportement instable et de décisions douteuses qui mettaient Sarah en danger. La décision du tribunal était claire et définitive, mais Diana et Richard avaient refusé d'accepter le verdict. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il devenait clair que le plan allait au-delà d'un simple enlèvement parental. Richard et Diana avaient l'intention d'emmener Sarah hors du pays de façon permanente, en coupant tout contact avec son père et sa vie antérieure. Les documents trouvés suggèrent des liens avec un réseau de faussaires, ce qui indique qu'ils avaient l'intention d'établir de nouvelles identités à l'étranger. La vérité derrière leurs actions a révélé un plan bien plus sinistre que ce que l'on avait d'abord soupçonné. Les portes du commissariat s'ouvrent brusquement lorsque Marcus Thompson fait irruption, le visage marqué par l'angoisse et l'inquiétude. Professeur d'université respecté, il venait de quitter une réunion importante lorsqu'il a reçu l'appel de la police. Ses yeux parcourent frénétiquement la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Sarah. L'inspecteur Wilson, qui l'attendait, a remarqué que ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'émotion pure. Le moment des retrouvailles entre le père et la fille était sur le point de se produire. « Papa », le cri de Sarah résonne dans tout le commissariat lorsqu'elle aperçoit Marcus. En quelques secondes, elle s'est précipitée vers lui, ses petits bras tendus. Marcus s'agenouille et accueille sa fille dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « J'ai eu si peur », sanglote Sarah sur son épaule, s'autorisant enfin à montrer toute la vulnérabilité qu'elle avait contenue pendant l'épreuve. Alors que le père et la fille se serrent l'un contre l'autre, Sarah laisse échapper toutes les émotions qu'elle a refoulées. Ses larmes n'étaient plus celles de la peur, mais celles du soulagement et de la sécurité. Marcus l'a prise dans ses bras comme s'il ne voulait jamais la laisser partir, lui murmurant des mots de réconfort et d'amour. Anderson, qui observe la scène de loin, ressent une boule dans la gorge devant l'émotion de ce moment. Les policiers présents gardent une distance respectueuse, permettant au père et à la fille de vivre leur moment. L'agent Martinez sourit discrètement en préparant les derniers détails du rapport. Marcus s'est finalement levé, tenant toujours Sarah dans ses bras, et ses yeux ont croisé ceux d'Anderson. Dans ce regard, il y avait une profonde gratitude que les mots ne sauraient exprimer. Le cauchemar était terminé et une famille était à nouveau réunie. Dans la salle d'interrogatoire, Richard Blake commence à s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. « J'essayais seulement d'aider Diana à retrouver sa fille », insiste-t-il, la voix tremblante. Mais l'inspecteur Wilson remarque les incohérences de son histoire. À chaque question, Richard s'enferme un peu plus dans ses propres contradictions. Ses explications sur les faux documents et les billets d'avion semblent vides et répétés. La sueur coule sur son front, tandis qu'il tente de maintenir son récit inventé. Dans une autre pièce, en présence rassurante d'un psychologue pour enfants et de son père, Sarah commence à raconter sa version de l'histoire. Sa voix, d'abord hésitante, s'affermit au fur et à mesure qu'elle décrit comment Richard est venu la chercher à l'école. En racontant une histoire d'urgence familiale, il a dit que maman était à l'hôpital, explique-t-elle, mais que quelque chose ne semblait pas aller. La clarté et la cohérence de son récit ont impressionné les enquêteurs, surtout si l'on tient compte de son jeune âge. L'équipe médico-légale a méticuleusement examiné les affaires de Richard, découvrant un schéma inquiétant de préméditation. Outre les faux documents et les faux billets, ils ont trouvé un téléphone jetable contenant des messages codés pour Diana, des cartes avec des itinéraires alternatifs et une importante somme d'argent en différentes devises. Chaque élément de preuve renforce le caractère calculé du crime. Face au poids des preuves et aux témoignages de Sarah, Richard a fini par céder. Il avoue dans un murmure vaincu, révélant non seulement son rôle, mais aussi l'implication profonde de Diana dans le complot. Les inspecteurs échangent des regards significatifs. Cet aveu n'est pas seulement la fin d'une affaire, mais le début d'une enquête beaucoup plus vaste sur un réseau de falsification de documents. L'enquête a révélé un conflit amer qui a traîné pendant des années devant les tribunaux. Marcus Thompson s'était battu sans relâche pour obtenir la garde de Sarah, après avoir découvert des schémas inquiétants dans le comportement de Diana. Diana a commencé à montrer des signes d'instabilité, a expliqué Marcus aux enquêteurs. Elle exposait Sarah à des situations dangereuses, manquait des réunions à l'école et commençait à proférer des menaces lorsqu'on la confrontait. Les archives judiciaires font état de nombreuses audiences, d'évaluations psychologiques et de rapports d'assistants sociaux qui ont tous abouti à la décision d'accorder la garde complète de l'enfant à M. Marcus. Diana Blake avait refusé d'accepter la perte de la garde. Après avoir épousé Richard, son comportement est devenu encore plus erratique. Les relevés téléphoniques ont révélé des appels menaçants au domicile de Marcus, des courriels contenant des menaces voilées et des tentatives de contact non autorisées avec Sarah à l'école. Le directeur de l'école a signalé plusieurs incidents au cours desquels Diana s'est présentée à l'improviste.
exigeant de voir Sarah, ce qui a entraîné des appels à la sécurité. Les expertises effectuées sur les documents saisis sur Richard ont révélé l'existence d'une opération sophistiquée. Il ne s'agissait pas simplement de papiers mal faits, mais de contrefaçons professionnelles de décisions de justice, de certificats et d'autorisation. L'enquête a mis au jour des liens avec un réseau international spécialisé dans la falsification de documents, ce qui laisse penser que le plan était en cours d'élaboration depuis des mois. Le plan avait été minutieusement planifié. Richard et Diana avaient loué une maison au Mexique sous de faux noms, ouvert des comptes bancaires à l'étranger et prévu des itinéraires d'évasion alternatifs. L'enquête a révélé qu'ils avaient l'intention de changer complètement l'identité de Sarah, y compris de modifier son apparence. La profondeur du complot a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Dans la cellule de détention, Richard Blake est confronté à la réalité de ses actes. Le procureur a retenu plusieurs chefs d'accusation: enlèvement d'un mineur, falsification de documents, association de malfaiteurs et tentative de franchissement des frontières d'un État avec un mineur sans autorisation. Assis dans sa cellule, le costume gris froissé, Richard semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. L'inspecteur Wilson a remarqué que cet homme autrefois, sûr de lui, pouvait à peine maintenir le contact visuel pendant les procédures d'enregistrement. L'accusation a monté un dossier solide. « Nous avons des preuves irréfutables de la préméditation », a déclaré le procureur général lors de l'audience initiale. Les charges s'accumulent. Aux crimes liés à l'enlèvement s'ajoutent des preuves de fraude financière et de liens avec des organisations criminelles internationales. Diana Blake, toujours en fuite, fait l'objet d'un mandat d'arrêt à son nom, avec des alertes envoyées aux autorités fédérales et internationales. L'affaire a été traitée en priorité par le système judiciaire en raison de sa nature et de l'implication d'un mineur. Les audiences préliminaires ont révélé l'ampleur de la conspiration. Des témoins de l'école de Sarah, des employés de la cafétéria et, surtout, le sergent Anderson, ont fourni des témoignages détaillés. La défense de Richard a tenté de faire valoir qu'il avait agi par amour pour sa femme, mais les preuves d'une planification méticuleuse ont mis à mal tout appel à l'émotion. Le juge, connu pour sa fermeté dans les affaires impliquant des enfants, a clairement exprimé sa position. Ce tribunal considère cette affaire avec le plus grand sérieux. Les tentatives de détournement des ordonnances de garde judiciaire par des moyens criminels ne seront pas tolérées. La libération sous caution a été refusée, compte tenu du risque de fuite et des liens internationaux découverts. Richard sera jugé derrière les barreaux, tandis que les recherches pour retrouver Diana se poursuivent. Après la dernière audience préliminaire, Marcus Thompson a cherché Anderson dans le couloir du tribunal. « Vous n'avez pas seulement sauvé ma fille, » lui a-t-il dit, la voix empreinte d'émotion. « Vous avez sauvé toute notre famille. » Le professeur d'université, d'ordinaire réservé, peine à trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Anderson se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un simple remerciement formel, mais du début d'une relation plus profonde entre deux personnes réunies par des circonstances extraordinaires. Dans les jours qui ont suivi, Marcus a fréquemment contacté Anderson, le tenant au courant des progrès de Sarah. Ce qui a commencé par des mises à jour sur l'affaire s'est naturellement transformé en conversation plus personnelle. Ils se découvrent des intérêts communs, partagent des histoires et des expériences. La tragédie qui aurait pu se produire a, ironiquement, ouvert la voie à une amitié improbable mais sincère. Sarah ne cesse de parler de vous, remarque Marcus, au cours d'une de leurs conversations. Nous organisons un barbecue le week-end prochain. Je serais honoré que tu viennes. L'invitation s'est faite naturellement, sans formalité. Anderson a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un geste de gratitude, mais d'un désir sincère de l'associer à des moments plus légers et plus joyeux de la famille. Le barbecue est devenu plus qu'une simple réunion. Tandis que Sarah jouait avec d'autres enfants dans l'arrière-cour, son rire résonnant librement et avec insouciance, Anderson a observé comment la vie pouvait changer en un instant. Marcus, désormais plus détendu, a raconté des histoires sur Sarah, sur ses rêves pour son avenir. À ce moment-là, Anderson a réalisé qu'il avait gagné plus qu'une amitié. Il était devenu membre d'une famille élargie, unie non pas par le sang, mais par un moment de courage et de compassion. Les premières semaines qui ont suivi l'incident ont été délicates pour Sarah. Les cauchemars sont fréquents et elle se réveille effrayée au milieu de la nuit, appelant son père. Dans la journée, elle sursaute au mouvement brusque et manifeste de l'anxiété à la vue d'hommes en costume gris. Marcus tient un journal méticuleux de ses réactions et de son comportement, en étroite collaboration avec son thérapeute. Peu à peu, jour après jour, de petits signes d'amélioration sont apparus. Le docteur Rachel Morrison, spécialiste des traumatismes infantiles, a travaillé sans relâche avec Sarah dans le cadre de séances de thérapie par le jeu. Sarah est une enfant incroyablement résistante, note la thérapeute dans son rapport.
Par le biais de jeux, de dessins et de conversations douces, Sarah a commencé à assimiler son expérience. Le Dr Morrison a introduit des techniques de respiration et de relaxation adaptées aux enfants, aidant Sarah à développer des outils pour gérer les moments d'anxiété. Le retour à l'école a été soigneusement planifié. Le personnel de l'école a reçu des conseils sur la manière d'aider Sarah. Et un professeur assistant a été désigné pour garder un œil sur elle pendant les premières semaines. Peu à peu, Sarah a recommencé à participer aux activités qu'elle aimait. Ses cours de ballet, le club scientifique, les jeux dans le parc avec ses amis. Chaque petit pas vers la normalité était célébré comme une victoire. Au fil des mois, la Sarah effrayée de la cafétéria de Sunset Haven a fait place à une fille plus confiante et plus sûre d'elle. Elle connaît encore des moments difficiles, mais elle apprend à les affronter avec courage. Lors d'une séance particulièrement significative avec son thérapeute, Sarah s'est représentée en super-héros, avec le sergent Anderson et son père comme protecteur. C'était un signe clair qu'elle redonnait un sens à son expérience, transformant la peur en force. L'histoire de Sarah Thompson s'est rapidement répandue dans la communauté d'Amberfield. Le journal local a publié un article détaillé sur l'incident, soulignant comment l'attention d'un vétéran militaire avait permis d'éviter un enlèvement. Sur les réseaux sociaux, les parents ont partagé l'histoire pour rappeler l'importance de la vigilance et de l'action communautaire. L'arrêt de Sunset Haven, qui n'était auparavant qu'un simple point sur la route, est devenu un symbole de la façon dont l'attention portée aux détails peut sauver des vies. L'affaire a catalysé une série d'initiatives locales. L'école de Sarah a organisé des ateliers sur la sécurité des enfants et le commissariat local a lancé un programme de formation pour les employés des établissements publics, leur apprenant à reconnaître les signes de danger et à agir dans les situations suspectes. L'histoire de Sarah est devenue une étude de cas dans les programmes de prévention des enlèvements, soulignant l'importance de reconnaître les signaux de détresse non-verbaux. Le sergent Anderson a été invité à prendre la parole dans des écoles et des centres communautaires pour partager son expérience et enseigner l'importance de se fier à son instinct. Son message a trouvé un écho particulier auprès des jeunes. Parfois, faire ce qui est juste, c'est risquer d'avoir tort. Son histoire a incité d'autres personnes à ne pas rester passives face à des situations suspectes. L'impact le plus profond a été le changement de mentalité de la communauté. Les voisins ont commencé à faire plus attention les uns aux autres. Les commerçants sont devenus plus attentifs à leurs clients et un réseau informel de protection de la communauté a commencé à se former. Le cas de Sarah a démontré que la sécurité d'un enfant ne dépend pas uniquement des autorités, mais de la vigilance et du courage de citoyens ordinaires prêts à agir en cas de besoin. Le cas de Sarah prouve qu'une intuition bien formée peut faire la différence entre une tragédie et un sauvetage. Le sergent Anderson réfléchissait souvent à la façon dont ses années de service militaire avaient aiguisé sa capacité à percevoir des détails subtils. Ce n'était pas seulement de l'entraînement, expliquait-il lors de ses conférences, c'était apprendre à faire confiance à ce sentiment tenace qui vous dit que quelque chose ne va pas. Son expérience lui a montré qu'ignorer des signes d'alerte, aussi subtils soient-ils, peut avoir de graves conséquences. La décision d'Anderson d'agir, même au risque de se tromper, est devenue un puissant exemple de courage civil. La crainte de causer de l'embarras ne peut l'emporter sur la responsabilité de protéger une personne en danger, a-t-il souligné. Cette affaire a créé un précédent important. Lorsqu'il s'agit de la sécurité d'un enfant, il est préférable de vérifier et de se tromper que d'ignorer et de regretter plus tard. Les détails remarqués par M. Anderson, le langage corporel tendu de Sarah, les regards contrôlants de Richard, le discret signal de détresse, illustrent l'importance d'une observation minutieuse. La police a par la suite intégré ces éléments dans sa formation, apprenant aux officiers et aux civils à reconnaître les modèles de comportement subtils qui peuvent indiquer des situations dangereuses. La leçon la plus profonde est peu. Être celle du pouvoir de la compassion dans l'action. Anderson aurait pu ignorer son instinct, suivre sa propre voie et éviter de s'impliquer dans une situation potentiellement compliquée. Sa décision de s'occuper d'elle, de risquer sa propre tranquillité d'esprit pour le bien, être d'un enfant inconnu, a montré comment des actes individuels de compassion peuvent avoir des effets durables sur la vie des gens. 6 mois après l'incident, la transformation de la vie de Sarah était remarquable. Ses notes à l'école s'étaient améliorées. Elle souriait à nouveau plus souvent et ses cauchemars avaient considérablement diminué. Marcus a remarqué que sa fille développait une force intérieure extraordinaire. Elle n'a pas laissé la peur définir qui elle est, a-t-il commenté avec fierté lors d'une de ses séances avec la thérapeute. Sarah a commencé à utiliser son expérience pour aider d'autres enfants en participant à des groupes de soutien où elle partageait son histoire. La relation entre Sarah et son père s'est encore renforcée après l'incident. Marcus a adapté son emploi du temps à l'université
pour passer plus de temps avec elle, créant de nouveaux rituels familiaux tels que des soirées jeux de société le vendredi et des cours de cuisine le dimanche. La présence constante du sergent Anderson dans leur vie leur a apporté un sentiment de sécurité supplémentaire et une figure masculine positive que Sarah admirait profondément. Grâce au soutien continu de son filet de sécurité, Sarah a progressivement repris confiance en elle. Non seulement elle a repris ses activités préférées, mais elle s'est aussi découvert de nouvelles passions. Son intérêt pour les arts martiaux, inspiré par l'histoire d'Anderson, est devenu une forme d'autonomisation physique et mentale. La jeune fille timide de la cafétéria s'est transformée en une jeune femme confiante et déterminée. Alors, seriez-vous capable d'identifier le danger dans un moment aussi ordinaire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune affaire intrigante comme celle-ci. Laissez votre commentaire ci-dessous. Que feriez-vous à la place du sergent Anderson? Parlons-en. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, cliquez maintenant et découvrez ce qui se passe quand les apparences sont vraiment trompeuses. À la prochaine fois!